Bonjour mes écolos préférés. Et s'il ne fallait pas décarboner l'industrie et l'aviation? Oui, je sais, vous allez trouver ça dingue. Alors il est vrai que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut diminuer la quantité de CO2 émise. C'est pourquoi on parle sans arrêt de décarbonation. Le problème avec ce mot, c'est qu'il ne désigne pas notre vrai ennemi, le fossile. C'est pourquoi il faudrait plutôt parler de défossiliser. Là vous vous dites peut-être « Ouh là là, il joue sur les mots ». Eh bien non, car un mot porte en lui-même tout un imaginaire, toute une technologie et surtout engendre toute une politique. Et en visant la décarbonation, on vise à côté. Allez, on regarde ça. Le défi de l'humanité n'est pas de décarboner, mais d'atteindre la neutralité climatique. Notre objectif est d'avoir un équilibre entre les émissions et les puits carbone. On ne doit pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qui peut être repris naturellement par la biomasse, les océans, etc. ou artificiellement avec la capture du CO2 dans l'air. Les industriels, par exemple, pour réduire leur impact climatique, ont plusieurs cordes à leur arc. La première chose à faire est de mettre une production plus durable et de la circularité. La deuxième est de l'efficacité énergétique. Ensuite, ils peuvent utiliser des énergies alternatives comme de la chaleur renouvelable ou nucléaire ou de récupération. Mais surtout en électrifiant les procédés. Mais il y a certains secteurs qui ne peuvent pas se décarboner au sens littéral du mot, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du carbone. Vouloir se décarboner serait la fin de leur activité. Or, leurs activités sont fondamentales à notre société. Là, c'est important. Le but n'est pas juste de sauver des filières industrielles, mais de trouver une solution pour le climat et qui permettrait de répondre à nos besoins essentiels en termes d'infrastructures, de santé et d'alimentation. Oui, notre civilisation est construite sur le carbone et s'en passer serait illusoire. Le carbone, c'est la vie. Alors il y a deux types d'acteurs. Ceux qui émettent du carbone par leur activité, ceux qui ont besoin de carbone en entrée. Et toute l'idée de la défossilisation, c'est d'être capable de fabriquer des produits, matériaux ou molécules traditionnellement issus de carbone fossile, donc extraits du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, à partir de carbone non fossile déjà disponible sur Terre. De manière concrète, au sein de notre économie, cela peut signifier mettre en lien ceux qui sont obligés d'émettre du CO2 et ceux qui ont besoin du carbone. Le ciment est le matériau le plus consommé dans le monde avec 150 tonnes par seconde, ce qui émet beaucoup de CO2 et de plus en plus car on a plus d'humains à loger. 7% des émissions mondiales quand même. Le composant principal du béton, c'est du clinker. Pour le produire, on utilise des fours à 1450 degrés. Le four plus la réaction chimique du calcaire calciné fait que pour une tonne de clinker, tu émets 0,8 tonnes de CO2. On aura beau électrifier, utiliser de la biomasse ou du combustible de récupération, optimiser, réduire la quantité de clinker dans le ciment, on aura encore beaucoup de CO2. On fait comment alors? Soit tu le stockes le carbone émis dans le sol, ou alors plus intelligent, tu te dis mais ce carbone, il pourrait pas servir à ceux qui en ont besoin, non? Il y a deux sortes d'acteurs qui ont besoin de carbone. Les premiers sont ceux qui ont besoin du carbone, comme les chimistes. Quand tu dois produire des solvants, des oléfines, comme l'éthylène, tu as besoin de la molécule de carbone. Donc cette industrie ne peut littéralement pas se décarboner. Ils vont bien évidemment essayer d'électrifier des process pour se passer du gaz fossile et du pétrole. Pourquoi pas utiliser des petits réacteurs nucléaires pour avoir de la haute température, mais il restera un flux de carbone et ils auront des produits avec du carbone. Donc la question pour eux n'est pas de décarboner, mais de se défossiliser en utilisant un carbone qui n'est pas d'origine fossile. Le deuxième type d'acteurs sont ceux pour qui se passer du carbone bouleverserait leur activité. Par exemple, pour des industriels, passer à l'hydrogène nécessite de changer quasi tous leurs équipements. Or que s'ils pouvaient utiliser du méthane non fossile, ce serait beaucoup moins contraignant et moins coûteux. Il faut comprendre que tout changement d'infrastructure, comme des pipelines d'hydrogène ou de nouveaux fours, entraîne un gros impact climatique et prend du temps. Et ce temps, clairement, on ne l'a plus. Dans cette catégorie, on a aussi l'avion et le maritime qui n'a pas de technique simple pour limiter les émissions. On n'alimentera pas un tanker avec de l'électricité ou de l'hydrogène. Alors vous allez me dire, oui mais il y a des projets de bateaux à hydrogène ou des avions à hydrogène. C'est justement parce qu'on dit sans arrêt qu'il faut décarboner que l'on annonce des projets industriels qui n'ont aucun sens.
Le patron de Safran qui fait les moteurs des avions n'y croit pas une seconde à l'hydrogène. D'ailleurs, après leurs annonces stupides d'avions à hydrogène, Airbus est un peu revenu sur ses prétentions et dit que pour les moyens et longs courriers, on ne voit pas comment utiliser l'hydrogène. On ne fera jamais un Paris-Tokyo avec un avion à hydrogène, jamais. Les densités volumétriques d'énergie que l'on peut embarquer sous forme d'hydrogène sont largement insuffisantes. Donc il leur faut des carburants avec du carbone. L'aéronautique, au niveau des industriels et de la réglementation, s'oriente donc davantage vers une défossilisation de leur carburant que l'on appelle carburant aérien durable, SAF en anglais. Les SAF sont d'une part des biocarburants, qui est du kérosène produit à partir de ressources biologiques, et d'autre part des carburants de synthèse à base d'hydrogène et de carbone. Le biocarburant dit de première génération, qui est limité aujourd'hui à 7%, est une solution bien moisi car produit à partir de blé, de maïs ou d'huile de palme et donc il rentre en concurrence avec l'alimentation et a un impact environnemental important. Les biocarburants de seconde génération sont des carburants produits à partir de matières premières non alimentaires telles que la paille, les résidus agricoles, les déchets forestiers. Le seul plafonnement est celui de la ressource. La biomasse pour la seconde génération étant limitée, les biocarburants ne suffisent pas pour l'appétit d'ogre de l'aviation et du maritime. Et il faut donc des carburants de synthèse. Pour avoir un carburant de synthèse, vous avez besoin de deux choses essentiellement. De l'hydrogène que l'on souhaite produire avec un mix électrique décarboné et du CO2. Et avec ça, vous faites plein de types de molécules carbonées. Tout le débat au niveau politique porte sur l'origine du CO2. Le bon CO2, d'après certains, c'est un CO2 issu de l'atmosphère qui a été capté par la photosynthèse d'un végétal et qui est ensuite émis par une industrie qui utilise ce végétal comme une centrale biomasse, une bioraffinerie ou une papeterie. Au lieu qu'il parte dans l'atmosphère, on va le valoriser pour faire un e-fuel et donc ce carbone va avoir un impact neutre théoriquement sur le long terme. Si on exagère un peu, l'avion qui vole avec un bon CO2 n'aura théoriquement pas émis de CO2 en plus, sauf celui que la production d'électricité aura nécessité. Dans la catégorie bon CO2, on accepte aussi le CO2 issu de la capture dans l'atmosphère. Le mauvais CO2, d'après certains, c'est celui issu du fossile, de la fabrication du ciment et de l'industrie. On va le capter lors de son utilisation et il va être recyclé pour faire du e-fuel. Alors oui, ton CO2 issu du e-fuel va finir dans l'atmosphère. Mais grâce à l'apport d'énergie associé, tu as pu fournir un service alternatif comme voler par exemple, et ainsi tu as évité une émission de CO2 fossile en brûlant du kérosène issu du fossile. En fait, ça permet de réutiliser le CO2 émis du fossile une deuxième fois. Donc on diminue les émissions nettes de CO2 par 2 sur la totalité de la chaîne de valeur. Je le redis, ça permet de réutiliser le CO2 émis du fossile une deuxième fois. Donc on diminue les émissions nettes de CO2 par 2 sur la totalité de la chaîne de valeur. Il faut donc voir ça comme de l'efficacité énergétique. Est-il vraiment mauvais ce CO2 ? Eh bien il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis recycler du CO2 issu du fossile, ça encourage à cramer du fossile et c'est plutôt la position des politiques actuellement. Soit tu es beaucoup plus intelligent et tu considères qu'il y a deux familles dans ces émetteurs de CO2 fossiles. La première famille, c'est ceux qui pourraient effectivement s'en passer. Parce que produire de l'électricité avec du charbon ou du gaz, franchement, on sait faire autrement. Et donc, il ne faut surtout pas venir mettre des systèmes de capture du CO2 sur des centrales à gaz ou à charbon et des aides financières qui vont avec. Et pourtant, on voit ça se mettre en place et ça me rend dingue. La deuxième famille, c'est le CO2 émis par des acteurs industriels qui fournissent des services importants à la société, comme la production de ciment pour la construction ou les aciéries, et qui n'ont pas d'alternative rapide en termes de procédés et sont donc obligés d'émettre du CO2. Je résume, soit tu te dis le CO2 fossile dans tous les cas ce n'est pas bien et je le punis, soit tu te dis certains CO2 fatal émis sont utiles pour la société et je vais donc les valoriser intelligemment. La réglementation prend un chemin critiquable je trouve. Elle permet pour l'instant l'utilisation de CO2 de toute origine. Mais à partir de 2040, fini les incitations financières pour faire du e-fuel avec du carbone fossile. Autant vous dire que ça va tuer cette filière avant même qu'elle décolle. C'est une bêtise pour deux raisons. Premièrement, vu les ambitions d'e-fuel qu'a l'aéronautique, il n'y aura pas assez de CO2 biogénique. La biomasse disponible est limitée et il y a une concurrence sur l'utilisation des terres. Donc ils se tirent une balle dans le pied car ils vont manquer de CO2.
Deuxièmement, ils sont prêts à favoriser le Direct Air Capture. Or, le DAC est peu efficace, puisqu'il s'agit de retirer du CO2 très dilué dans l'atmosphère à 0,04%, alors qu'il est très concentré en sortie de procédés industriels, comme dans les fumées issues du charbon que l'on brûle par exemple, et donc beaucoup plus facile à capter. Et en plus, le CO2 issu de l'industrie que l'on ne veut pas récupérer, il va où? Il va où? Bah oui, il va dans l'atmosphère que le Direct Air Capture galérera à récupérer. Un non-sens. Donc ils vont faire quoi les cimentiers, métallurgistes et chimistes qui ont des émissions inévitables et qui ne pourront pas vendre leur CO2 à cause de la réglementation? Eh bien du stockage de CO2 sous terre au fond des océans. Or le stockage, c'est donc des infrastructures, un coût et des risques et la prolongation d'une économie linéaire d'extraction et de stockage, alors que l'on cherche des stratégies circulaires et durables. Tout ça va coûter trop d'argent pour les industriels qui vont râler et fatalement la réglementation va s'adapter et les laissera émettre plus ou moins comme avant. Fatigue. Bref, c'est idiot d'écarter le CO2 fossile issu de l'industrie. J'ai entendu parler d'un cimentier en France qui voulait mettre en place un CCU, c'est-à-dire valoriser son CO2, mais vu que les futures règles ne vont pas favoriser son CO2, il a abandonné le projet. D'ailleurs, plein d'industriels abandonnent le CCU, c'est-à-dire utilisation du carbone, pour du CCS, c'est-à-dire stockage du carbone avec tous les risques associés. Un bel exemple, je trouve, que de vouloir faire trop vert, eh bien au final, c'est moins vert. L'impossibilité physique de faire autant de e-fuel. Mais tu as ce problème, croissance infinie dans un monde fini. Donc, comment tu fais? Il faut créer d'autres sources de croissance. Ça veut dire, notamment en termes d'innovation, mais ce n'est pas que la high-tech. C'est créer de la croissance dans certains services en détruisant moins la planète. Tu vois, quand par exemple, certains me disent maintenant, la vie de demain, c'est quoi? C'est que tu vas prendre l'avion 4 fois dans ta vie maximum. Enfin, c'est horrible. Parce que je veux dire, c'est quoi comme perspective? Donc, pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise la vie de demain, ça va être l'avion à hydrogène. La décarbonation de l'aviation n'est plus un rêve. C'est vrai, le discours des e-fuels est séduisant et je peux donner l'impression de le défendre. Le juge de paix en politique énergétique, c'est les ordres de grandeur. Il faut 2 choses, on a dit, pour défossiliser une économie. Du carbone et de l'énergie bas carbone. Regardons la capture du carbone. Selon l'IEA, jusqu'à présent, les technologies CCUS n'ont dans une large mesure pas répondu aux attentes. D'après l'IEA, en 2030, si on veut rester sur la trajectoire zéro émission carbone en 2050, on devrait traiter 1,6 milliard de tonnes de CO2, soit un tiers de ce que émettent les États-Unis. Aujourd'hui, on en traite 40 millions de tonnes. Même pour les plus optimistes, multiplié par 40 en moins de 10 ans, c'est irréaliste. Pire que cela, aujourd'hui l'essentiel des projets CCUS sont portés par les pétroliers, dont la première application, c'est de faire du CO2 pour l'injecter dans les puits de pétrole pour augmenter les rendements et donc extraire plus de pétrole. Et pour la cimenterie, pour l'instant, c'est 0 tonne de CO2 qui est capté. Les technos ne sont pas mûrs. Si on le faisait, ça multiplierait par 3 le prix du ciment. Et vu que le ciment, ça se transporte mal, on a des cimenteries partout en Europe, ce qui entraîne des gros problèmes de logistique du CO2 capturé. L'Union européenne s'est dotée du règlement ReFuelEU Aviation, qui prévoit qu'à partir de 2030, 1,2% des carburants devront être de synthèse. Cette part devra être portée à 35% en 2050. L'Académie de l'air et de l'espace dit qu'il faudra en Europe une 50aine de réacteurs nucléaires pour répondre aux 650 TWh. Juste impossible. Le patron de la Lufthansa dit la même chose. Pour faire voler juste sa flotte d'avions à lui, il lui faudra la moitié de l'électricité allemande. Et attention, malgré ces chiffres de dingue, il faut comprendre qu'il restera encore beaucoup de kérosène fossile pour faire voler les avions. Si on regarde du côté maritime, on va d'abord passer par la case GNL. Mais après, on mise beaucoup sur le e-méthane. Par exemple, CMA-CGM dispose déjà de 28 porte-conteneurs e-méthane ready, c'est-à-dire du méthane de synthèse. Selon Maersk, leader mondial du transport maritime de conteneurs, ils veulent 2 millions de tonnes de méthanol vert par an pour décarboner leur flotte, soit 3 réacteurs nucléaires dédiés à ça. EDF estime qu'il faut 5 centrales nucléaires pour décarboner le secteur maritime en France. Et pour faire du e-fuel, il faut de l'hydrogène. Vous vous souvenez? La Cour des comptes européenne a déclaré récemment que les objectifs de production d'hydrogène sont irréalistes, et ce même réduit de moitié en 2030. Bref, tous ces chiffres montrent que tout le monde voudra du e-fuel, mais on ne sera pas capable de le produire. J'en ai discuté avec une lobbyiste climatologue des carburants de synthèse, que je remercie au passage.
Devant ces chiffres, sa réponse est « Oui, mais pour l'Europe, on va en importer la moitié des e-fuels. » Vous y croyez-vous ? La question n'est pas « Arrivera-t-on à remplacer tout notre carburant fossile avec des e-fuels ?» car la réponse est clairement non. La question n'est pas non plus « Les e-fuels sont-ils une bonne idée ou non ?» car nous ne pourrons pas atteindre la neutralité climatique sans défossiliser et pour plusieurs secteurs essentiels à gros impact, la seule solution est dans les e-fuels. D'ailleurs, les carburants de synthèse sont en train de se déployer industriellement. Il y a 25 projets d'usines de e-kérosène en Europe. Donc parlons maintenant plutôt de défossilisation que de décarbonation pour ces secteurs. E-fuel oui, mais il ne faut pas tomber dans le travers de ceux que j'appelle les techno-solutionnistes qui pensent que la techno va nous sauver et à ce titre refusent toute sobriété au nom de leur liberté. L'énergie bas carbone sera un produit rare, ce qui met à mal les objectifs de décarbonation de l'aviation qui sont de facto inatteignables ou de l'industrie. Et donc on ne peut pas se passer d'une sobriété forte, très forte. Défossiliser sans sobriété, c'est impossible. On ne va pas développer 10 à 20 réacteurs nucléaires pour faire de l'hydrogène et capter du CO2 pour produire des e-fuels. Comme le dit très bien la porte-parole du Bureau français des e-fuels, l'apparition de filières de production d'e-fuels nous apparaît comme une condition non suffisante mais nécessaire pour décarboner nos sociétés. Il faut donc de la sobriété. Et ça veut dire revoir notre consommation excessive de produits et services non essentiels. Réduire l'aviation au strict nécessaire, acheter moins de vêtements, limiter la construction de nouveaux bâtiments, genre arrêter avec les maisons secondaires, etc. Et comme le dit Yves Marignac de Negawatt, les e-fuels ne peuvent pas justifier un statu quo de la consommation d'énergie fossile de l'aérien. Sapristi, je suis d'accord avec Yves Marignac. Merci pour votre soutien qui passe par un pouce en l'air et le partage. C'est pour les algorithmes, tout ça. Il y a un Tipeee pour l'écologie efficace, bien sûr. Allez, bon vol, mais seulement 4 fois dans une vie, peut-être 6 fois grâce au e-fuel. On lâche rien. Bisous.